André Douzé raconte l'étrange forge du col de Chassenous. Une émission du musée de l'étrange. Au-dessus de Sainte-Croix, il y avait un petit col. Et il y a une cinquantaine d'années, une soixantaine d'années, mon grand-père m'y emmenait, pas en vélo, parce qu'on habitait Rive-de-Gier, donc ça faisait un peu loin pour y monter en vélo. On montait en mobilette, et puis il m'emmenait visiter ces fameux sites qu'il me faisait connaître peu à peu dans le Pilat. Et de Sainte-Croix, on montait sur le col de Chassenous pour aller ensuite au Montmenet ou à la Vieille Chapelle. Et au col de Chassenous, ça a bien changé aujourd'hui. Mais autrefois, il n'y avait rien. Au col, il y avait quand même un terre-plein qui avait été élargi par la commune et sans doute pour permettre aux tracteurs avec des remorques agricoles ou des appareils pour faucher ou autre chose, de permettre à pivoter. Il y avait à cette époque 4 routes, plus 1 ou 2 chemins qui partaient de ce col. Sans avoir une importance géographique, communale ou régionale majeure, c'était important parce que les tracteurs venaient parfois de très loin pour pivoter et changer de direction. On s'arrêtait, on regardait, plusieurs fois on y a cassé la croûte, et il m'avait montré, encore une fois quand on arrive de la Vieille Chapelle, quand on remonte de Pélussin, il y avait en arrivant au col, légèrement sur la gauche, en face de nous, un champ, mais un champ, je pense que je dirais plutôt une prairie. Je n'y ai jamais vu d'animaux, mais je n'y ai jamais vu de culture fourragère ou céréalière à cet endroit. C'est un peu comme si l'endroit avait été peut-être oublié, abandonné, ou peut-être il n'y avait plus d'héritier, il n'y avait plus personne pour entretenir l'endroit. Et tout en haut, à la lisière du bois, il y avait une construction, une ferme. Alors on y était monté, on avait regardé cette ferme, on avait fait très attention parce qu'à cette époque-là, on s'était aperçu que les toitures étaient pourries et que certaines parties avaient commencé à tomber. On peut dire que le bâtiment qui était là était d'une forme anachronique et qui ne correspondait pas aux formes de fermes qu'on pouvait trouver dans le Pilat tout autour, des fermes chartreuses ou des fermes ordinaires. Il y avait 2 corps de bâtiments, mais qui étaient reliés ensemble par une sorte de remise. Alors il y avait la partie habitation, pas très grande, sur 2 niveaux, sans doute l'endroit où dormaient les habitants et en dessous l'endroit où ils prenaient le repas, où il y avait une grande cheminée, une grande cuisine et une souillarde. La souillarde, je m'en souviens, parce que après je n'ai revu une souillarde de cette forme qu'une seule fois dans le Pilat du côté du col de la République. Les murs semblaient très épais cependant, et il y avait à côté quelque chose qui avait été réservé à une forge. Alors une forge, à cet endroit, on peut penser, mon grand-père m'avait dit, simplement, cette forge a pu être en activité, mettons, à la Révolution, pourquoi pas, avant, sans doute, parce qu'il ne faut pas oublier que jusqu'à la Révolution et un petit peu après, mais surtout bien avant, les déplacements se faisaient avec des mulets ou des chevaux. Les chevaux pour tirer des diligences ou des grosses remorques, ou sinon des ânes, des mulets, ou pour aller au champ, parfois des bœufs. Quoi qu'il en soit, ces bêtes de somme étaient ferrées, et mon grand-père m'avait dit, c'est tout à fait logique qu'il y ait à cet endroit-là une forge, parce que les bêtes peinent
perdent des fers dans la montée ou la descente, et si on ne veut pas que les animaux se blessent les sabots, il faut referrer. Et sans doute, cette ferme vivait modestement, peut-être parfois difficilement en plein hiver, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'activité et de passage, mais quoi qu'il en soit, cette propriété devait vivre de sa forge. Habituellement, les fermes dans le Pilat, on en voit très bien quand on est sur le secteur de Pélussin ou plus haut, quand on va monter sur les fermes qui sont en altitude. En altitude, bon, le Pilat n'est pas l'Everest ou le Mont Blanc, mais il y a quand même un point élevé. Quand on va monter vers le Crêt de l'Oyon, on a une forme qui est typique à nos fermes régionales ou locales. Quoi qu'il en soit, cette ferme ne correspondait pas à ces constructions qui étaient massues, solides, mais néanmoins avec une certaine aération, je dirais presque une légèreté, alors qu'elles étaient construites très solidement. Là, ici, on est sur une construction qui est trapue, comme si cette construction était littéralement collée au sol. Et à part l'habitation qui avait un étage tout petit, peut-être pour abriter une chambre, deux chambres, pas plus, et en dessous la salle commune avec la souillarde. Et la salle commune servait à la fois de cuisine, de salle d'eau, et puis de salle commune. Mais on s'était légèrement renseigné, ça n'a jamais été un endroit où il semblerait qu'il y ait eu une activité familiale. On s'était aperçu dans les archives que pendant plusieurs siècles, cette maison a servi effectivement à referrer, à arrêter les animaux à cet endroit-là, à souffler un peu, et puis à repartir avec les animaux bien ferrés. Et d'ailleurs, on avait retrouvé dans quelques archives le nom d'un locataire, quelqu'un qui avait un bail, mais il y avait quand même des choses qui étaient assez étranges à propos de ce personnage. Et ce personnage avait pour nom de famille Ferré. Ferré. F-E-R-E. On peut me répondre que ferrer, ce n'est pas faire. Mais je dirais que ferrer des fers, c'est faire quand même. Et puis ferrer, faire, il y a quand même cette similitude. Pour un maréchal ferrant, c'est de bon ton de s'appeler Ferré. Mais quoi qu'il en soit, mon grand-père me disait qu'il n'y a pas de fumée sans feu, et que Ferré était toujours un homme, d'après ce qu'on disait, d'après la chronique, parce qu'il y avait une véritable chronique sur cette ferme, qu'on a retrouvée dans des notes tenues par un instituteur de Sainte-Croix-en-Jarret. Alors ça peut être étonnant. Après, les instituteurs ont toujours eu, à une époque, un intérêt pour tout ce qui était, je dirais pas folklorique, mais la chronique de l'endroit où ils enseignaient. Et puis souvent, oui, ils s'intéressaient un petit peu à tout ce qui pouvait être anecdotique à cette commune. Et cet instituteur avait pris des notes, et je me souviens que sur les quelques papiers qu'on avait récupérés, la fin de cette chronique, la dernière page était inversée, comme si on avait pris ce carnet dans les deux sens, et où il y avait la recette pour fabriquer les quenelles. Bien, et une sauce régionale à base de tomates. Voilà, c'est l'anecdote. Quoi qu'il en soit, cet instituteur, à cette époque-là, je pense qu'on est après la Révolution, a eu sur cet endroit de Chassenou beaucoup plus d'informations que nous. Pourquoi s'est-il intéressé? Pourquoi a-t-il obtenu des renseignements à partir de Sainte-Croix sur cet endroit? Alors bien entendu, ceux qui me connaissent ou qui vont vouloir faire quelques traits d'humour ou des pics légèrement acidulés, ils auront peut-être sans doute raison, vont dire ça y est, voilà Douzet qui reprend avec ses douzetteries sur Sainte-Croix. On sait qu'une fois l'an, le prieur ou un de ses assesseurs montait voir Ferré. Peut-être, je me suis dit, peut-être que les Chartreux ont été propriétaires
et louait une ferme à cet endroit-là à quelqu'un qui voulait bien la louer. Et puis n'oublions pas quand même que les Chartreux, l'hiver, faisaient forger par les gens qui habitent, par les laïcs. Ils faisaient faire par les laïcs qui habitaient la première cour pour les occuper et se faire un peu d'argent lorsque le froid arrivait et que la neige commençait à sévir. Ils les occupaient en leur fournissant des pierres à clous et en forgeant des fers à chevaux. Et ces fers à chevaux, l'instituteur expliquait que par exemple les clous qui ferraient ces fers sur la pierre à clous, pour en assurer la rentabilité, il fallait que le paysan c'est pas péjoratif, c'est celui qui habite le pays, que le paysan qui se faisait un peu d'argent en forgeant les clous pour les fers à chevaux, les fait en 4 coups. Et les Chartreux motivaient ou expliquaient qu'on faisait les 4 coups en rafale de la façon suivante. Il y avait une sorte de leitmotiv qu'on récitait au moment où on frappait les clous sur la pierre à clous, où on les forgeait au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Amen. Et on changeait de clous et on reprenait le leitmotiv, au nom du Père, etc., etc. On joignait l'utile à l'agréable pour les pères chartreux qui ne pouvaient pas s'empêcher, et puis, pourquoi pas, après tout, de rajouter une note religieuse à cet art du fer. N'oublions pas quand même que certains peuples ont été mis au banc de certaines sociétés pour avoir été accusés d'avoir forgé les clous qui ont crucifié Monsieur Jésus. Quoi qu'il en soit, peut-être les Chartreux montaient-ils percevoir un loyer, je ne sais pas. Toujours est-il qu'à partir de là, ça se faisait très discretos. Le prieur montait à dos de mulet, peut-être allait-il faire ferrer le mulet en même temps, ou peut-être amenait-il à ferrer, le maréchal Ferrand, des clous pour ferrer précisément les bêtes de somme. Il y a des possibilités qui ne sont pas à négliger et qui peuvent être tout à fait dans la pratique des choses, et il n'y a rien là de merveilleux, d'irrationnel ou de fantastique comme on pourrait le penser lorsque j'explique quelque chose sur le Pilat. Mais évidemment, l'orage va arriver, c'est le cas de le dire, et puis il va y avoir le folklore. Cet instituteur nous a mis sur les traces de quelques, c'est même pas de longues légendes, c'est des espèces de on-dit, mais l'instituteur ne dit rien là-dessus. Pour lui, c'est quelque chose qui est admissible, qui fait partie de la vie du Pilat, l'ancienne vie du Pilat, les légendes, le folklore, tout ce qui est les traditions, et qu'on va craindre. N'oublions pas qu'à Chassenou, effectivement, on est sur un carrefour. Alors évidemment, cet instituteur s'était intéressé à toute cette partie dont il semblait quand même être un petit peu friand avec l'histoire, avec la chronologie, avec tous ces éléments qui font le Pilat. Et puis, peut-être était-il parti du principe qu'il n'y a jamais de fumée sans feu, et que cet endroit de Chassenou avait peut-être des raisons d'attirer la curiosité. Déjà, cette construction, quand on la voyait, si on demandait à quelqu'un qui la voyait pour la première fois, de dire ce qu'il en pensait, mon grand-père me disait, elle est massive, mais elle est comment enterrée, comme si c'était quelque chose qui était sorti de terre, pas très haut. Elle est massive, rablée, ramassée sur elle-même. Pas d'étages, des toits qui ne sont pas faits vraiment pour retenir la neige, pas vraiment plat, mais pas vraiment pentu. Voilà, hein, donc c'est quelque chose qui était fait pour comme si cette ferme avait voulu se fondre ou ne pas être trop haute
Quoi qu'il en soit, je m'étais aperçu, après, en réétudiant la topographie de l'endroit, qu'il n'y avait pratiquement pas de chemin, en tout cas je n'en avais pas trouvé, parce que peut-être la nature avait repris ses droits, qui à partir du carrefour de Chassenou, du fameux carrefour où autrefois il y avait un calvaire, je ne sais pas s'il y est toujours, mais il y avait un calvaire très ancien, et c'était un calvaire avec des branches qui pouvaient sembler illustrer une croix de bois vert mal ébranchée, si chère aux Chartreux. Mais les Chartreux avaient installé plusieurs calvaires autour de leur chartreuse, donc il n'y avait pas une curiosité particulière pour ce calvaire. Toujours est-il que il n'y avait pas de chemin, ou du moins il n'y en avait plus, qui conduisait du carrefour, c'est-à-dire l'endroit où il y avait de la circulation, où des bêtes pouvaient passer, pour aller à cette ferme. Puisqu'on disait effectivement, d'après ce qu'on avait pu retrouver, autant dans les archives de la commune qu'ailleurs, que c'était pour reférer les bestioles. On ne pouvait pas faire traverser tout droit un pré qui était quand même assez conséquent, je dirais facilement 200 ou 300 mètres, peut-être même plus, pour arriver à cette ferme qui était en lisière de bois. En plus, elle était en lisière de bois, comme si elle était encastrée entre cette prairie et le bois, et avec sa cheminée, et puis surtout la cheminée de la forge, qui devait cracher peut-être à longueur de journée. Et puis, quand même, mon grand-père avait commencé des recherches que j'ai poursuivies. Et cet instituteur qui nous dit, il y a quand même quelque chose de curieux. Pourquoi le prieur monte? Il peut très bien faire envoyer un chartreux, un novice, un ou deux chartreux là-haut, une ou deux fois l'an, pour porter, mettons par exemple, une réserve de clous, toucher le loyer, et puis voilà, on n'en parle plus. Non, je l'ai dit, c'était souvent un prieur ou un personnage important, un des personnages qui gère la chartreuse, qui montait là-haut, peut-être pour faire ferrer les chevaux, les mulets, je ne sais pas. Et puis il y avait une légende. Cet instituteur avait fini par trouver une légende, et effectivement la légende avait... Il n'y a jamais de fumée sans feu non plus sur les légendes. Mais d'un petit fait rationnel et vrai, on va en faire quelque chose qui va perdurer, et chaque fois que quelqu'un va reprendre la légende, il va en rajouter un morceau. On va rentrer dans le domaine des « il était une fois ». À suivre.